Salut à tous, donc, grande thématique, la direction financière de demain. Sacré challenge, hein, c'est un programme. Vaste programme. Voilà, tout le monde cite le général de Gaulle, citons-nous aussi le général de Gaulle. Vaste programme. Vous savez à quoi il répondait vaste programme, le général de Gaulle? C'était un gars qui lui disait « faudrait me virer tous ces cons ». Voilà. Et il répondait « vaste programme ». Donc, la direction financière de demain, avec Laurent Sinaï. Salut Laurent. Bonjour. Avec Thibaut Vérité. Salut Thibaut. Bonjour, associé finance, transformation Deloitte. Donc, on va discuter ensemble. Elle est passionnante, hein, cette séquence. Donc là, on en fait l'introduction et vous allez voir, c'est séquence passionnante, mais séquence peut-être un petit peu trop en avance sur la réalité de ce que sont les directions financières aujourd'hui. D'abord, Laurent, Thibaut, Laurent, je commence avec toi. Comment est-ce que vous voyez les directions financières à 5 ans ? En fait, je pense qu'on sait tous comment on la voit, la fonction finance à 5 ans. Alors vas-y. On la veut toujours juste, on la veut toujours rapide, maintenant on la veut instantanée, ouais. Et on la veut prédictive. Ouais. Mais ça, on le dit depuis des années qu'on les veut juste, rapide et prédictive. Ouais. Maintenant, c'est comment on y va. T'as pas cité agile. Tout le monde dit agile. Tout doit être agile. J'y viens. Parce que mais j'aime bien que tu... Attends, très important. J'aime bien que tu commences avec juste. Tous les directeurs financiers là insistent là-dessus. Nous sommes les gardiens de la vérité de l'entreprise. Toujours. On commence par ça à la finance. C'est juste d'abord, et puis après, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre pour être en support à la décision. Une décision à la fois, on l'attendait tactique, maintenant on la veut aussi stratégique. Ouais. Pour faire ça, on a besoin de cette justesse et on a besoin de cette rigueur, et c'est ce qu'incarne la fonction finance. Et ça, on ne reviendra jamais là-dessus. Maintenant, on veut aller encore plus loin, on veut toujours aller plus loin. Donc on le sait, nous, ça fait des années qu'on le dit, qu'on le prêche. Et effectivement, ce qu'on cherche, c'est à la fin une fonction finance qui soit impactante. Impactante, c'est quoi ? C'est agile et c'est rapide. Rapide, on a compris. Impactante, qu'est-ce que tu mets derrière impact ? Parce que moi, impact... Derrière l'impact, moi, je mets de la rapidité et de l'agilité. Quand on combine les deux, c'est ça qui fait l'impact. Mais impact, ça veut dire qu'elle va directement influencer la stratégie de l'entreprise. C'est ça l'impact que tu cherches. C'est vers la finance notamment qu'on va aller voir, qu'on va solliciter pour avoir l'information juste, les informations nécessaires, financières, les projections, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, tactiques et stratégiques. Ouais. Rapidement, on a tous compris, hein, on veut accélérer, et c'est ce qui a initié le digital, etc. Maintenant, ce sur quoi il faut travailler, c'est l'agilité, c'est sur la souplesse. Et travailler la souplesse, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal, la souplesse. Tu sais, on pense au mouvement qu'on est obligé de faire pour travailler la souplesse. Moi, j'aime beaucoup l'image. Surtout dans les vieilles organisations. Voilà. Hein. On a du mal. Et aujourd'hui, en fait, pour gagner en impact et adresser ce second point qui est la souplesse et l'agilité, il faut toucher au cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur, on le sait tous, quand moi j'entends à une même table 4 CAC 40 qui me disent « j'ai plus de 100 ERP », je ne sais pas comment ils font. Enfin, si je sais comment ils font, parce que je travaille avec eux. Et c'est pénible. Trop d'ERP. Trop. C'est 100 ERP, c'est difficile à tenir. C'est très compliqué. Donc, attends, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, 100, le chiffre 100, hein, non, parce 100, que comme tu fais la liaison avec le... plus. Alors, 100, voilà, c'est 150 ERP, voilà, comme ça on sera tranquille. C'est entre 97, et ils se reconnaîtront, jusqu'à plus de 100. Et tous se sont dit, oui, pour moi le sujet il est là. Parce que, et alors ça on le voit dans toute cette session qui est absolument passionnante de Future of Finance, en fait on a peur du Big Bang. Oui. Vous irez voir une histoire incroyable de Decathlon. Ça faisait 18 ans que la direction financière avait les mêmes outils parce qu'on avait peur du Big Bang. Voilà. Et du truc qui en fait marche pas, qui bloque les caisses. Si tu te souviens bien, la première révolution ERP, elle date de quand ? 15-20 ans maintenant. Donc on y est. Hein. Combien d'entreprises ont des immobilisations et des assets qui ont 20 ans ? Aucune. Ce qui est intéressant, c'est justement moi, ce que j'appelle la pyramide de Maslow de la direction financière. C'est qu'il y a un certain nombre d'échelons à atteindre et à transcender pour pouvoir être ce fameux business partner dont on parle tous les ans. Et pouvoir apporter de la valeur au business, aux parties prenantes, etc. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la fonction finance de demain, ça fait longtemps, je crois que tous les ans, on parle de ce rôle de business partner,
Dans la fonction finance de demain, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une fonction finance qui s'affranchit uniquement des best practices du marché. Qui se dit aussi quelle est la fonction finance qui me correspond à moi, entreprise de taille intermédiaire, entreprise du CAC 40, etc. etc. Et l'autre élément qui est nouveau, c'est que ce sont aussi les directions financières elles-mêmes qui définissent leur fonction finance de demain. Qui, on l'a oublié, hein, souvent on parle du sens au travail, mais les directions financières aussi cherchent du sens au travail. Ah, mais à fond. Capter les talents qui vont bien, pouvoir être business partner, il faut les talents finance qui vont bien. Et derrière cette recherche de sens, certaines directions financières ont en effet franchi les étapes de la pyramide de Maslow qui vont bien. Tu l'as en tête, ta pyramide de Maslow Oui, on commence par ce que disait Laurent sur les fonctions régaliennes, la justesse des comptes. On est d'accord. Ensuite, on passe sur l'efficacité opérationnelle, qui d'ailleurs va changer progressivement de Barry Sand sur l'efficacité opérationnelle. On parle ensuite de la data. La data, c'est savoir avoir une data en qualité, mais aussi savoir l'exploiter. Allez, vas-y, continue à monter. Vis-à-vis des business partners. On parle ensuite de l'agilité, bien entendu. Attends, c'est quoi le sommet de ta pyramide? Le sommet de la pyramide, c'est business partner. Allez, voilà, c'est ça. Business partner, et je crois qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps, au-delà de business partner, ce qui compte, c'est la recherche de sens que va trouver le DAF dans ce rôle de business partner. Et certains DAF vont même au-delà de ces rôles de business partner, puisqu'ils ont déjà trouvé un rôle de business maker. C'est-à-dire comment le DAF transcende son image de back-office pour être presque responsable de chiffre d'affaires, générer son propre chiffre d'affaires. Moi, ce que je Laurent, tu valides le truc de business maker parce moi, que je souscris et en plus de ça... Attends, ça fait combien de temps que toi, Laurent, tu parles de business partner? 20 ans? Ça fait... allez, 10 ans. Moi. On va peut-être y arriver, à business partner, avant d'arriver au business maker, tu vois, Thibaut. Bien sûr. Ce que je dis juste, c'est que là, on parle de la finance de demain. Et aujourd'hui, certaines directions financières construisent leur fonction business partner à leur image. Et il y a un directeur financier ce matin qui me disait on est tous, directeurs financiers, soumis au diktat de l'efficacité opérationnelle. Et l'efficacité opérationnelle pour générer plus de marge, pour distribuer aux actionnaires, etc. etc. Lui, il a transformé la communication qu'il fait auprès de ses équipes et ses parties prenantes sur l'efficacité opérationnelle. Elle me sert à générer de l'investissement pour de nouveaux business, à avoir la capacité à avoir des prix de vente inférieurs au marché et donc capter de nouveaux business et développer son chiffre d'affaires au sens large. Donc c'est un autre mindset qui donne plus de sens aux équipes finance également de ce rôle de business partner au sens large. Moi je souscris et quand j'entends ça, quand on entend nos clients, on sent qu'on est à la limite, on a une rupture là. Il y a un truc qui arrive et je me dis que la crise de croissance qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est peut-être la formidable opportunité qu'il faut prendre en fait. Ah bah tu parles. Parce qu'aujourd'hui, moi, je parlais à un autre DAF ce matin et c'est ce qui et aujourd'hui, ça va de la direction finance. Tout le business est impacté en fait par cette crise de croissance. Et donc c'est quand on a ça qu'on et vu l'urgence. Regarde ce qu'on raconte sur l'industrie automobile. Ouais. L'idée donc crise de composants et donc on fait des choix de ne faire que les véhicules à plus forte marge. Mais à un moment, il faut qu'il y ait un calcul quasi en temps réel justement de la marge qui est dégagée par ces véhicules. Ça. Et derrière, c'est des choix d'allocation de composants et c'est des usines qui tournent ou qui ne tournent pas. Et c'est exactement ça. On est dedans là, ça y est. Voilà. Et c'est pour ça que je te dis que quand tu as 100 ERP pour exploiter la donnée à la maille dont tu as besoin, être capable de jouer avec. Alors, il y a on invente des trucs, il y a des couches, mais ces couches, elles coûtent des tonnes. Ouais. Donc, c'est là que je te dis que ça va faire mal, parce que c'est de la ressource et c'est de l'argent. Ça aussi, c'est un truc qui revient dans cette session de Future of Finance. C'est, il y a effectivement, comme tu dis, des solutions, mais un directeur financier, celui de Corian, je peux le citer, d'ailleurs, il le dit dans une des séquences qu'on a qui est absolument passionnante. Moi, je ne veux pas faire la fortune des intégrateurs. Et donc, alors, l'ensemble des trucs qui vont me rassembler, mes différents ERP, justement. Il a raison, la difficulté. Alors, donc, Big Bang, quoi. Il faut accepter le Big Bang. Il va falloir l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, je pense que sur le long terme, ça va coûter plus cher, in fine. Parce que quand on doit connecter sans ERP, exploiter sans ERP, mettre des couches au-dessus pour essayer, rien que de rebrancher. Enfin, c'est un... Bon, tout ça est formidable. La direction financière de demain, elle est passionnante en tout cas. Ah oui.
Je pense que... Ah oui, enfin... J'imagine que tu plonges là-dedans, toi, consultant, au contact de ces DAF, avec quasiment de la gourmandise, non? Et l'enthousiasme. Ouais, c'est ça. Elle est passionnante et elle évolue de plus en plus vite. Et C'est-à-dire que derrière le terme de business partner qu'on mettait il y a 10 ans, on ne met pas la même chose aujourd'hui. Donc on ne s'ennuie jamais, ça va de plus en plus vite. Et je pense que la crise Covid a aussi accéléré un certain nombre de choses, notamment la prise de conscience de l'impact que peut avoir cette fonction finance dans l'entreprise. Bon, c'est parti et vous allez voir, séquence très très intéressante justement sur la finance de demain. On repart les amis et on repart avec la direction financière à l'épreuve. Je lis le truc Nicole, la direction financière, c'est Nicole Félix qui est avec nous, CFO Air Liquide CEPIC, c'est ça, Nicole, et Olivier Novasque, fondateur et PDG de SideTrade. Oui, fondateur évidemment, cette blague. Fondateur et PDG de SideTrade. Nicole, je lis le truc, la direction financière à l'épreuve de la digitalisation accélérée. Et alors, est-ce que c'est accéléré ? Et est-ce que vous le vivez comme une épreuve ? Alors, premièrement, oui, c'est accéléré, effectivement. On a, depuis le confinement, effectivement, on a passé une étape et on a, en quelques mois, on dirait, avalé une accélération que nous, on pensait d'ici 2 ans. Ah, donc, des changements très rapides et très forts. Très fort. Oui, très fort. Très fort, mais alors, épreuve ? Épreuve ou pas épreuve ? C'est effectivement une épreuve. C'est une épreuve pour tout le monde à la finance, du collaborateur au manager, parce que pas préparé suffisamment à cette rapidité. Donc on se préparait effectivement au changement, oui, mais parce qu'il y a un moment qu'on en parle. Dans un tempo qui n'était pas forcément celui-là. On se rapprochait du ravin, mais on se disait c'est bon, j'ai encore le temps avant de sauter. C'est ça. Et une population qui est peut-être pas la plus gourmande de changement, je vais le dire comme ça. C'est ça. Nous, on est régis par le principe de prudence. C'est notre credo. Ouais. Principe de prudence, image fidèle, continuité d'exploitation. Donc, on a des rythmes. On doit être rigoureux, on doit être précis, organisé, faire des reports dans le timing. Donc voilà, on n'aime pas la précipitation, le changement, c'est pas dans notre ADN. La créativité, c'est pas forcément notre ADN. Et sans doute une petite crainte aussi de voir la machine faire à notre place ce qu'on faisait, et la question de savoir si on aura encore une place. Certainement, la peur, elle est humaine. Elle est humaine parce qu'on n'a pas toutes les réponses derrière, donc on se pose des questions. Si demain la machine fait à ma place, qu'est-ce que je fais, etc. Donc c'est à nous d'anticiper ces peurs et ces questions, mais effectivement, pas mal de craintes. Nicole, tu m'as dit que c'est un boulot de tous les jours. C'est ça, c'est un boulot de tous les jours de rassurer, d'être là, d'anticiper les questions et de rassurer nos collaborateurs sur l'avenir du comptable, tout simplement. Parce que ta conviction, c'est qu'ils ont toujours leur place. Ah ben bien sûr, à tous les niveaux. On a vraiment une place à jouer à tous les niveaux. Olivier, toi qui es un peu le Voldemort de l'histoire, c'est-à-dire toi tu arrives là justement avec tes machines pour faire place nette, c'est ta conviction aussi finalement que les comptables ils ont leur place. Alors bien sûr, mais plus que jamais, j'ai envie de dire, c'est une formidable opportunité. Ce qu'on a vécu sur les 18 derniers mois, c'est exceptionnel. On a fait en 18 mois ce que tu disais qu'on a pu faire en 5 ans. Elle a dit en 3 mois, on a gagné 2 ans, Nicole. Oui, je crois que... peut-être parce qu'ils vont très vite chez Air Liquide, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est plutôt 5 ans. On a fait un bond quasi quantique dans la transformation d'une organisation financière et notamment dans beaucoup de centres de services partagés. Et ça, c'est une formidable opportunité, mais c'est clair qu'il y a le monde d'avant et le monde d'après. D'autant que toi, ton sujet, c'est le cash. Enfin, l'un des sujets de SideTrade, c'est le cash. Ouais. On dit c'est le sujet. Cash is king, mais alors là, c'est même plus king. Là, il n'a jamais autant régné, le cash, c'est ça en ce moment. Oui, c'est clair. Alors, c'est un peu le paradoxe, parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont très bas, il y a de l'argent partout, qui coule à flot, déversé par les banques centrales, et en même temps, on sent, nous, sur le terrain, des entreprises qui n'ont jamais été aussi soucieuses de sécuriser et de préserver leur cash flow et leur génération de cash flow. Donc, on est dans un paradoxe, mais en même temps, c'est vrai que ce Covid a mis en lumière deux sujets majeurs. Un,
la capacité de travailler n'importe où pour une direction financière, ce qui change incroyablement les outils en place et la façon de manager ces équipes. Et 2, c'est cash is king. Cash n'a jamais été aussi king, j'ai envie de vous dire. Et enfin, 3, mais on va peut-être en reparler, c'est la data. C'est la data. C'est-à-dire que faire travailler des gens à distance, ça veut dire quoi concrètement dans une entreprise? C'est faire travailler sur des applications dans le cloud. Qui dit application dans le cloud dit stockage de données. Qui dit données dit comment j'utilise ces données, non pas simplement pour regarder dans le rétroviseur, mais plutôt pour m'orienter et donner des directions au management, au business. Mais un mot sur cette histoire de cash, parce que Cécile, c'est une directrice financière Nicole, une directrice financière qui m'avait dit, c'est vrai, parce qu'on a de l'argent, il faut le dépenser. J'avais adoré cette phrase. Et parce que je voyais bien la pression qu'elle avait de partout pour, c'est bon quoi, on a de la trésor, on peut y aller. Non. Easy money make stupid decisions. Non, parce qu'il y a des risques, que nous, on doit anticiper et on doit être prudent. C'est le maître mot de nos fonctions. C'est être quasiment assis sur la caisse en train de dire mais est-ce que cet euro-là, est-ce qu'on doit bien le mettre ici? Donc c'est ça. Et la contrainte, on doit se la donner. Ouais. On doit se la donner pour faire le futur, pour pouvoir s'acheter des entités, de la croissance, des matériels, des équipements qui vont faire la croissance de demain. Et ça, ce choix-là, cette aide à la décision, effectivement, c'est le financier qui va, c'est la fonction financière qui, avec effectivement le support d'outils qui vont accélérer la production de data, nous, on va être là pour traduire, pour accompagner, pour rassurer le manager qui a besoin d'investir, qui a besoin de mesurer la compétence de ses équipes pour avancer. Et tu vas même plus loin, c'est-à-dire tu dis, c'est dans la transformation du métier, c'est ça qui va être le plus en plus important, oui, d'accompagner des directions générales qui sont davantage maintenant des pros du management. Explique-moi ça. Oui, parce qu'en fait, on voit que les équipes sont un petit peu dans le brouillard. Donc le manager, il est là pour donner une vision, pour accompagner et l'idée, c'est ses équipes. Mais à côté de ça, il faut aussi que sa décision, elle soit juste. Et il faut qu'il soit accompagné de personnes qui, de façon neutre et de façon plus mesurée, lui accompagnent cette décision. Ouais. Et donc, de tous les niveaux, du manager d'équipe opérationnelle au grand chef d'entreprise, il doit avoir à côté quelqu'un qui fait son miroir, qui teste ses réactions, ses décisions, pour lui dire oui, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et donc, cette aide à la décision, les comptables, ils sont habitués à traduire les chiffres. On est des traducteurs de tout ce qui se passe dans l'entreprise, des décisions ou des non-décisions. On le voit arriver dans la mesure de la performance, dans les bilans, ouais. Dans la mesure patrimoniale, on le voit. Et nous, on le traduit, on dit voilà ce qui s'est passé dans le passé. Et on peut aussi prédire si telle action est menée ou si telle action n'est pas menée, voilà la conséquence. Donc nous, on a ce travail-là de traduction des décisions dans le patrimoine ou dans la performance, et on est à côté de tous les managers finalement. Le comptable, il peut aider le manager opérationnel, le chef de mission, il peut aider le manager de région, le coach des coachs, et le directeur financier peut aider le manager de l'entreprise. Donc on peut aider, nous comptables, à tous les niveaux de décision. Des managers qui eux-mêmes, parce que la transformation du management, elle est sans doute aussi violente que la transformation qu'on décrit autour des directions financières. Et tu dis, Nicole, que cette rigueur dont tu parlais tout à l'heure fait de vous, en fait, le dépositaire naturel de la data. Alors, dépositaire naturel de la data, en tout cas, un des co-leaders. Un des copilotes. Ouais. Voilà, parce qu'il y a d'autres fonctions aussi qui, dans la définition, la gestion, ont leur mot à dire au niveau de la data. Mais effectivement, nous, on en est aussi le dépositaire et le copilote avec d'autres fonctions, bien entendu. Olivier, comment est-ce que tu vois l'évolution de ce métier face à la digitalisation accélérée? Clairement, la direction financière a toujours été vue comme le dépositaire de la crédibilité, de la sécurité du chiffre. Ouais. Voilà. Et on parle même de métier du chiffre, et donc de la data, quelque part. Donc,
le sujet, c'est qu'au niveau des outils, on passe grosso modo d'Excel au modèle prédictif. Donc vous voyez le saut quantique qu'on a pu faire sur ces 18 derniers mois. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la direction financière a souvent focalisé son action sur l'analyse du passé. On analysait le compte de résultats de l'année dernière, on analysait beaucoup de données du passé, c'est-à-dire qu'on regardait dans le rétroviseur, équipé ou pas d'outils de business intelligence ou pas. Et on ne va pas très loin en regardant dans le rétroviseur, c'est ça que tu dis Non, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais c'est incomplet. Et la grande révolution, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que nous observons au niveau des directions financières, c'est comment je fais pour passer d'une vision basée sur le rétroviseur au Waze de l'entreprise, c'est-à-dire au modèle prédictif, à quelle direction on va pouvoir aller d'un point A à d'un point B, et comment je discute et j'engage un dialogue avec mes dirigeants, un directeur financier avec un chef d'entreprise, pour lui expliquer grosso modo ce qui pourrait vraisemblablement se passer dans le futur et dans un futur très proche. Ce qui fait que ça change complètement le duo directeur financier, chef d'entreprise, où le rôle de business partner, comme on dit auprès des directions financières, prend vraiment toute sa résonance dans ce nouveau monde. Elle est bien cette image de Waze là, parce que on peut changer de route et Waze s'adapte. C'est ça que tu... Voilà, c'est ça le sujet. En fait, on a fait des prédictions, on fait des prédictions à la direction financière, mais toujours ancrées dans un plan à 3 ans, dans un plan à 5 ans. Et ce qui change, effectivement, c'est la rapidité à laquelle il faut réagir, et pas trop réagir ou surréagir, mais vraiment aller dans le sens que l'on souhaite stratégique. Et donc, c'est cette adaptation. Effectivement, l'image de Waze est intéressante parce que, effectivement, en fonction du point d'arrivée, il est capable d'optimiser le chemin pour y aller le plus vite possible. Et donc, effectivement, c'est ça l'enjeu des directions financières, c'est d'arriver à donner le chemin le plus optimum et rapide. Et j'ajoute Attends, Olivier, parce que le temps tourne très vite. Et il y a une question quand même importante. Nicole a décrit à quel point la direction financière, et tu es d'accord avec ça, était détentrice du chiffre. Bon. Sauf que là, le chiffre, il va sortir d'une boîte noire. Le syndrome black box et le spécialiste de la finance qui dit mais pourquoi est-ce qu'il arrive à ça, etc. Comment est-ce que tu gères ça ? Alors justement, c'est pas une boîte noire. Ça doit tout être sauf une boîte noire. Quand je regarde mon Waze, je sais exactement quel chemin prédictif. D'accord, et je peux changer. Je ne sais pas pourquoi il choisit ce chemin-là. Parce qu'il va vous indiquer qu'il y a un bouchon sur telle artère, sur telle avenue, etc. Donc on le voit. Et notre rôle en tant qu'éditeur de logiciels de modèles prédictifs sur la gestion financière des comptes clients, en particulier, c'est justement d'expliquer à la direction financière, nous, ce qu'on voit et ce qu'on analyse sur des milliards ou des millions de données. Et à un moment donné, ce n'est pas Waze qui conduit la voiture. C'est ça qui est très important. Oui. Waze, c'est un indicateur qui s'appuie sur des données en temps réel, en ce qui nous concerne de comportement de paiement des entreprises, des retards, des litiges, donc sur des exemples très concrets. Et ensuite, c'est à l'entreprise et à la direction financière qui pilote la voiture de choisir si elle écoute le Waze ou pas, et de regarder ce que le Waze lui dit de manière détaillée, et pas d'être dans une boîte noire qui ferait que vous auriez plus de collaborateurs du jour au lendemain. Mais c'est ça, ta responsabilité d'éditeur, c'est d'expliquer en permanence comment tu obtiens le résultat que tu proposes à tes clients. Tout n'est pas explicable. On est d'accord. On est sur des algorithmes très complexes qui en plus auto-apprennent en fonction des transactions. Mais quand on vous dit c'est pas la peine de relancer ce client-là le 16 parce que nous on sait qu'il a l'habitude de faire un run de paiement fournisseur le 15 du mois. Bon voilà, ça c'est une information qui n'est pas possible d'avoir quand on gère des centaines de milliers de clients, mais que le Waze, entre guillemets, le SideTrade peut donner à la direction financière. Un autre exemple, quand on dit... Rapide, on est quasi au bout là. Quand on dit à la direction financière, faites attention, ce client-là, il a beaucoup plus de retard avec vous qu'il n'en a avec les autres fournisseurs, ou quand on dit ce client-là, il a une capacité, une probabilité de vous quitter, de churner, ça c'est une information pour la direction financière qu'elle va répercuter au niveau du business.
Nicole. Mais nous, on est aussi habitué à mesurer le poids du chiffre et la pertinence et la cohérence. Et donc, c'est là le rôle du comptable qui connaît son entreprise, qui connaît ses flux, de voir le chiffre qui sort et de dire non, ce chiffre, il n'est pas pertinent ou il est pertinent. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'agrégation des données, la réconciliation que tu cherchais peut-être, des données et de la réalité de l'entreprise, le comptable, il est tout à fait à même et c'est sa fonction de traduire et de s'assurer que la data, elle est cohérente, elle est vraisemblante par rapport au flux. Et ça, en conclusion, ça ne changera pas. Et ça ne changera pas. Hein, exactement. Et tu disais sécurité, éthique, respect des délais, fiabilité. C'est ça. Voilà. C'est toute la fonction. Dans le monde digital, ça reste, oui, le socle de la direction financière. Merci Nicole, merci Olivier. Merci. Merci à vous. Vous continuez à nous suivre d'autres cas concrets pour avancer sur la direction financière de demain. La direction financière de demain, les directions financières de demain, donc grande séquence absolument passionnante. Et là, on va rentrer dans les nouveaux métiers de la finance qui se préparent aujourd'hui. Karine Picard va nous accompagner. Salut Karine. Bonjour. Directrice générale d'Oracle pour la France. Et Sébastien Maquet. Salut Sébastien. Bonjour. Directeur financier du groupe Louvre Hôtel. Alors Sébastien, et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'enregistrement de l'ensemble de ces séquences, c'est que les financiers sont quand même très structurés. Voilà. Et quand tu leur demandes de réfléchir à un truc, voilà, tu te retrouves avec un résultat analytique. Hein. Et donc Sébastien, tu as fait de l'analytique sur, on va dire, le portrait robot. Tu as 5 tendances sur le portrait robot du financier de demain tel que tu l'imagines. Donc vas-y tranquillement. En fait, ce qu'on observe depuis 2 ans, depuis la crise, et ce qui est en émergence, c'est le financier, il doit automatiser les tâches. Ouais. 2, il doit élaborer des processus et des scénarios de plus en plus complexes. Ouais. 3, il doit renforcer la conformité fiscale et réglementaire. 4, il est dans l'évaluation en temps réel de la performance. Le temps réel, on l'a vu avec la crise du Covid, c'est absolument nécessaire. Et puis 5, ça c'est mon côté financier, évidemment, il doit savoir gérer le cash. Ça, tu crois? Alors justement, la gestion du cash, c'est pas quelque chose. Ça a été évidemment au cœur de la crise Covid. Cash has never been so much king. Cash is king. Voilà. Empereur. Voilà. Et Olivier Novasque, dans une autre des séquences qu'on vous propose avec SideTrade, nous insiste énormément là-dessus. Mais c'est pas une période qui va se refermer, ça, l'obsession du cash. À partir du moment où on va rentrer quand même dans des cycles qui vont être moins violents. Je crois pas. Je pense que l'automatisation en temps réel, le fait d'être dans la conformité fiscale et réglementaire. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout ça, à la fin, tu as quand même besoin de ces éléments-là dans la gestion du cash. Ouais. Le temps réel pour le cash, c'est absolument nécessaire. On est d'accord. Peut-être que ça va se refermer, mais d'abord, ça va rester un peu là. Et puis, de plus en plus, moi, je suis dans un métier de retail, en fait. Le besoin de savoir où est le cash, de le tracer, de le remonter pour le mettre ensemble et avoir en fait des poches de cash qui te permettent d'aller faire des investissements, c'est absolument clé. Oui. C'est absolument clé. Ça colle, oui, c'est vrai. Ça colle avec la nécessité alors c'est ce fameux mot d'agile, et donc d'aller très très vite investir là où il faut investir. Oui, il faut déployer. Et pour déployer, il faut savoir où c'est. Automatisation, scénario compliqué, conformité, évaluation de la performance en temps réel. Gestion du cash. J'adore ces 5 trucs. Karine, qu'est-ce que tu penses de cette analyse du profil du financier du futur tel que
Sébastien nous l'offre. Je pense qu'il est complètement aligné par rapport déjà à la digitalisation des produits que nous on offre. Donc on voit bien qu'il y a une demande d'automatisation, que ce soit sur le RP, sur le PM, le RPA. Donc tout ça, il est clair qu'il y a de l'automatisation. Donc normalement, il faut que les comptables, que les directeurs financiers comprennent cette automatisation aussi, parce que ce n'est pas simplement que c'est automatisé. Il faut qu'il y ait une culture du système d'information, une culture de l'IT, une culture de l'intégration aussi, puisqu'il faut comprendre avec tous les systèmes avec lesquels on discute. Donc évidemment que l'automatisation est importante. Je pense qu'il y a de plus en plus de données aussi qui sont disponibles avec les référentiels qui s'unifient, les systèmes interconnectés. On le voit dans votre projet, je veux dire, il va y avoir une masse de données encore plus importante disponible. Donc il faut pouvoir la structurer, cette donnée, donc, et en plus en temps réel, pouvoir l'analyser rapidement. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître des profils de FP&A, Financial Planning and Analysis, c'est-à-dire que le comptable d'origine, on va de plus en plus vers la définition anglo-saxonne du financier contrôleur. Oui, mais alors attends, tu me fais toutes les étapes de notre discussion. Ah pardon, excuse-moi. Non, mais alors allons-y sur... T'insistes beaucoup là-dessus, Karine, et moi je trouve ça très très intéressant. Sur une sorte de profil biface. Je l'ai dit dans 2-3 autres séquences. Le sentiment que j'ai en vous écoutant tous, c'est que peut-être il y a quelques années, je parle sous ton contrôle, on s'est dit en fait digitaliser l'entreprise, ça va être comme digitaliser le foyer. On va faire du plug and play, tout va fonctionner comme un iPhone, ça va très bien se passer et on reste focus sur le métier. En fait, c'est pas vrai. Non. Toi, voilà. Non, parce qu'on s'aperçoit, alors sur les projets finance, il faut vraiment que que le financier comprenne l'IT, comprenne la donnée, comprenne les systèmes. Je pense qu'on a peut-être mis en place beaucoup de solutions niches au début, tu vois, un module expense, un RPA d'intégration, un petit robot. Ouais. Donc ça peut être managé par une ou deux personnes qui comprennent un peu la technologie. Mais en fait, si on veut vraiment refondre son système financier, l'IT et la finance sont indissociables. Et on le voit que c'est un problème, par exemple, sur les projets RH. Parce que les directions RH sont beaucoup moins dans l'IT, la donnée, que les directions financières. Tu dis très justement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de demander ce qu'il veut à l'éditeur. Oui. Il faut qu'il comprenne où il veut arriver, comment on fonctionne aussi pour qu'on puisse le traduire. Mais ça veut dire que vous, ça veut dire aussi que, alors c'est une banalité, mais quand même, sur 10 ans, vous avez complètement transformé votre business model. Avant, en gros, tu n'avais pas le choix, tu achetais la solution d'Oracle et puis tu t'essayais de faire rentrer ta chaussure dans la solution d'Oracle. Et maintenant, c'est l'inverse. Oui, même si le SaaS, c'est quand même de la standardisation. Ouais. Mais en revanche, le fait qu'on fait des releases tous les 3 mois, il y a 80% de ce qui vient dans nos releases, ça vient des clients. Parce qu'en fait, c'est eux qui comprennent ce qu'il faut et qui comprennent les additions qu'on doit faire, l'intelligence artificielle, où est-ce qu'il faut qu'on la mette. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'échanges dans la construction de la roadmap que ce qu'on avait avant. Alors, alors justement, on va parler de ces FP&A managers là. Est-ce que le contrôleur de gestion, parce que c'est lui qui, j'ai l'impression, est le pivot un petit peu du truc, va devenir un data scientist ? Oui. Enfin, en tout cas, il va falloir qu'il manage la data, qu'il la comprenne, d'où elle vient, où elle va. Oui. En fait, déjà, le FP&A, il doit savoir parler au chef de projet. Tu l'as évoqué, Karine. Et il doit savoir parler au data analyst. C'est pas forcément pile poil les mêmes compétences. Ouais, voilà. D'accord ? Donc, c'est un peu 3 métiers différents qui sont complémentaires. Le chef de projet, c'est lui qui va faire l'interface entre les directions financières, les directions de l'IT et l'éditeur. Donc il doit être fonctionnel, IT, et comprendre un peu la solution. Il n'y en a pas beaucoup. D'abord, un chef de projet d'expérience, il faut d'abord savoir comment ça fonctionne un projet. Et on n'est pas en mode projet comme en mode normal. Projet, il y a une gouvernance de projet, et donc on observe que les contrôleurs de gestion, parfois ils passent chef de projet, il faut qu'ils soient formés. Donc ça demande un exercice sur soi. Ensuite, le data analyst, il faut être formé à la data, à la structuration de la donnée, à la massification de cette donnée. Il faut avoir un peu une approche statistique. Il faut d'abord il faut savoir comment est-ce qu'elle se forme, comment elle se gouverne. Ouais. Et ça demande aussi une formation. Ouais. Et puis le FP analyste... Et donc ça veut dire que tu continues à penser, toi, qu'il y a des gars qui vont être spécialisés là-dessus, point à la ligne, quoi. Voilà. Oui, mais après je pense que tu as une majeure et une mineure.
Tu as une majeure et une mineure. Il y a des FP&A qui seront un peu chefs de projet, et puis il y a des FP&A qui seront un peu plus data analystes, et il y a des data analystes qui auront été un peu FP&A. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'est clair. Non, je suis d'accord avec toi parce que la data analyst, par rapport à ce que tu disais, le FP&A, c'est aussi lui qui doit travailler par rapport à la stratégie interne et externe. Donc, il a aussi une notion de stratège, de simulation, de faire des scénarios compliqués, etc. Donc, lui, il doit travaille avec le data analyst pour savoir de quelles données il a besoin et qu'est-ce qu'on voit comme tendance, mais derrière, il doit le transformer en stratégie et en action et être très pragmatique pour avoir une discussion avec toi. Donc, je pense qu'il y a quand même un profil qui est un petit peu différent. Et FP&A, il est au contact avec le business. Hein. Et alors, vous verrez si vous regardez l'ensemble de nos séquences, mais forcément, vous regarderez l'ensemble de nos séquences. Le directeur financier de Sisley, qui est aussi, alors d'ailleurs, c'est intéressant, président de la commission scientifique de l'association des directeur financier, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref, en tout cas l'association qui vous rassemble, qui dit « Ok, on a nommé des Chief Data Officers, mais pour moi, je ne vois pas pourquoi, en fait, ce ne serait pas le directeur financier qui deviendrait le Chief Data Officer. » Ce qui est un peu différent de profil de data analyst. Comment est-ce que tu vois ça, justement ? La data, au départ, elle a été gouvernée par la finance. Elle vient de la finance. Moi, je fais partie de ces directeurs financiers qui pensent que, justement, la data, elle est au-delà de la finance. En tout cas, dans notre organisation, on a un département Metrics et Analytics qui n'est pas à la finance. Pourquoi ? Parce que la data, elle est propriété de l'ensemble de la société, notamment la RH, les équipes opérationnelles. La limiter à la finance, c'est faire... Non, c'est pas la limiter, c'était le juge de paix. Oui, mais à la fin, t'es le juge de paix de tout. Ben oui, mais toute la data n'est pas financière. Mais c'est toi qui es le juge de paix de savoir d'abord si elle est juste, d'où elle vient, où elle va, etc., d'en avoir son contrôle, parce que de toute façon, tu contrôles tout ça. Pas toute la donnée. Non, je crois pas. Non, parce que par exemple, la donnée client, c'est pas quelque chose qui va intéresser en direct le directeur financier. Donc, je pense qu'il y a des éléments de données qui, si tu parles données client, elle doit rester entre les mains du CMO, du CEO, pas forcément du CFO. Mais au départ, le CFO doit être un promoteur de cette data et faire un partenariat très fort avec un Chief Data Officer ou un département d'analyse de données. Ça, c'est très clair. Autre évolution que tu constatais, c'est alors ce que tu appelais clusterisation des business. Ouais. Je pense que, en fait, ça va de plus en plus vite. Et donc, de plus en plus, on va avoir des business qui sont clusterisés. Clusterisés, ça veut dire qu'il y a un centre fort et plein de petites cellules agiles qui vont être proches du business. Et ça, le FP&A, il a un rôle extrêmement fort à jouer parce qu'il est au contact du business et il doit faire le lien avec le central qui est fort. Et donc, il faut que dans les process, dans les organisations qu'on met en place et dans les outils, on ait à la fois cette clusterisation, cette capacité à répliquer des petits centres forts, en fait des petits business autonomes, en lien avec un centre fort qui va lui apporter justement toute la force du centre. La data analysis, elle ne peut pas être dans tous les petits clusters, elle est forcément dans le centre. La partie chef de projet, organisation, outils, elle est forcément dans le centre. Et donc il y a un lien fort entre ce cluster et ce centre fort. Et ça se retrouve dans les process, dans les organisations et dans les outils. En plus, c'est poussé par la standardisation. Absolument. Parce que si tu ne vas pas avoir des spécificités dans tous tes mini-clusters, mais tu vas avoir ce corps modèle et avec... c'est lié aussi au déploiement SaaS et à la standardisation. Exactement. Que vous recherchez tous. Alors, mais justement, j'allais te poser la question, Karine. Qu'est-ce que ça implique dans la réflexion des éditeurs ? Tout ce qu'on vient de se dire, ces nouveaux profils, cette accélération, cette information qui doit se disséminer de plus en plus vite partout dans l'entreprise ? Nous, c'est vrai qu'on embarque de plus en plus d'automatisation, ça c'est clair, d'intelligence artificielle. Après, on en discute souvent. Nous, on va pas, il y a la voiture autonome, il n'y aura pas le RP autonome. Hein, ça ne va jamais exister. Donc, on a besoin de ces gens qui vont mettre l'intelligence sur tous les algorithmes de simulation, de recommandation qu'on embarque, puisque ce ne sont que des suggestions. Donc après, ce que ça implique pour moi, c'est de dire, est-ce qu'il faut qu'on éduque nos clients, les directions financières, à comment on construit nos algorithmes pour qu'ils puissent prendre des décisions de manière intelligente, informée,
par rapport à ce qu'on embarque. C'est plutôt ça qui nous pose question, c'est-à-dire qu'on peut embarquer de plus en plus d'automatisation, de plus en plus d'algorithmes, du temps réel, c'est de plus en plus vrai parce qu'on a des moyens d'intégration en temps réel avec la plupart des systèmes, même de drill-through entre le PM, le RP, les systèmes même de PMS et autres, on espère un jour. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle information complémentaire, en plus de nos outils, on va devoir fournir aux directions financières pour qu'elles soient mieux équipées face à l'intelligence qu'on embarque. Et il faut que tu puisses, je ne sais pas comment le dire, justifier du résultat. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il reste accessible. Il faut que le résultat auquel tu aboutis, qui est tellement important pour l'entreprise, enfin auquel aboutissent les systèmes que tu déploies, soit compréhensible. Oui, parce qu'autrement, ça devient une machine par les utilisateurs. Un peu incontrôlable. Et ça va être rejeté, en fait. Oui, ça va être rejeté ou mal utilisé. C'est pour ça que je pense qu'il y a un autre niveau encore. Parce que, de manière transparente, je ne pense pas que toutes les directions financières utilisent 100% des capacités des outils aujourd'hui. Je pense qu'elles en utilisent à peu près 10 à 15%. Et il y a un gros travail de formation à faire. On a une mine d'or dans les outils qu'on a. C'est comme notre cerveau, il faut savoir ensuite l'exploiter. Oui, je pense qu'on est à 20%, comme le cerveau. Comme le cerveau. Merci Karine. Merci. Tu sais Sébastien, alors, en tout cas, les scénarios compliqués, la conformité et l'évaluation de la performance en temps réel, je crois que c'est un profil, ça, pour tous les secteurs, pour tous les métiers. Probablement. Ouais. Bien, vous continuez évidemment à participer avec nous à la découverte du futur de la finance. On repart les amis, et on repart avec donc la direction financière de demain, l'ensemble de ces questions qui nous intéressent et nous passionnent même, donc le futur des organisations. Alors on va parler de ça avec Elina Badetz. Bonjour Elina, directrice des services tertiaires pour EDF, c'est ça Elina. Exactement. Philippe Guillaumy, salut Philippe, directeur financier donc, du groupe de cosmétiques Sisley. Et tu es aussi alors président du comité scientifique de la DFCG. De la DFCG, qui est l'association des directeurs financiers et du contrôle de gestion. Que je découvre. Voilà, je suis ravi de découvrir la DFCG. Et puis Florent Frontella, salut Florent, partenaire de Deloitte, donc transformation justement des organisations et des talents. Alors, on va faire ensemble une sorte de tour d'horizon complet. Je vous propose les métiers, les hommes, et puis évidemment la data qui est aujourd'hui au cœur de vos préoccupations et pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs de vos espoirs, parce que c'est bien ça dont on va parler avec la direction financière de demain. Florent, si on commence avec les métiers, comment est-ce que, j'entends beaucoup, on va se concentrer sur la valeur ajoutée en fait, autour des métiers de la finance. Comment est-ce que ça peut s'incarner sur les principales fonctions ? Je pense que c'est beaucoup un changement de posture en fait, passer de la notion de coût à la notion justement de valeur créée pour le business. C'est ça. Ce qu'on voit bien, c'est que la digitalisation, elle a démarré depuis très longtemps, elle est en train de s'accélérer. Elle permet quand même à la direction financière de se concentrer sur ce qui crée de la valeur pour le business. Première chose. Deuxième chose, la direction financière, elle a deux avantages concurrentiels importants par rapport aux autres fonctions. Première chose, c'est qu'elle concentre la data. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a une vision globale des processus de bout en bout des métiers. Ouais. Parce que par définition, normalement, toute opération économique se retrouve en comptabilité. Tout à fait. Et donc, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est accompagner, proposer de la valeur ajoutée au business. On parlera tout à l'heure des pilotages des politiques RSE. On peut parler des analyses prédictives sur la base de la donnée. Donc, elle a en sa possession en fait, tout un tas d'outils qui lui permettent de créer de la valeur. Je pense que ça passe beaucoup quand même par un changement de posture, de culture. Je vais prendre un seul exemple. Moi, j'accompagne beaucoup de centres de services partagés. Ce qui est marrant, c'est que les centres de services partagés résonnent beaucoup donc, au travers d'indicateurs, des KPI, qui portent sur la productivité, les coûts, et très peu sur la satisfaction des clients. Tout ce qui va énerver Elina, là. C'est justement, vous êtes totalement dans cette démarche, à la tête
d'un important CSP, Elina? En fait, je suis désolée de te contredire, mais c'est plus tout à fait comme ça que ça fonctionne. Non, mais c'est parce que c'est exceptionnel chez EDF, en fait. Voilà, je pense que vous pouvez avoir tous les deux raison. Mais justement, tu te concentres là-dessus, Elina. Oui, c'est vrai qu'on a passé ces étapes où on a commencé déjà par justifier notre existence, donc avec des vrais KPI d'efficacité, de performance, et puis petit à petit, on a évolué vers des KPI de satisfaction pour continuer dans ce schéma. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des KPI communs de performance. On ne se dit plus, il y a une relation de client-fournisseur, on est vraiment dans une relation partenariale. Et donc, on fait ensemble ce chemin pour améliorer la performance parce que, comme tu l'as dit fort justement, c'est nous qui avons les datas, c'est nous qui avons le savoir et c'est nous qui connaissons le mieux le process de bout en bout. Performance commune, tu peux donner plus de détails là-dessus? Comment est-ce qu'on définit des KPIs de performance commune avec des clients qui sont forcément différents en fonction des différentes strates de l'entreprise ou des différentes parties prenantes auxquelles tu t'adresses? On prend des KPI qui vont faire qu'on va réduire nos dépenses à nous. Je veux parler par exemple du taux de comptabilisation automatique, par exemple d'une facture. Ouais. C'est assez concret. Ouais. Eh bien, ce taux de comptabilisation automatique, il va directement impacter notre coût à nous, centre de services partagés. Et du coup, forcément, on sera moins cher. Et forcément, le coût qui sera répercuté sur le business sera lui-même moins cher. Mais cet exemple de comptabilisation automatique de la facture, eh bien, ce n'est pas seulement le GBS qui peut travailler dessus. C'est aussi le client lui-même parce qu'il va réceptionner plus vite, parce qu'on va détailler ensemble l'ensemble du process pour que ça puisse s'améliorer. Et il va en récupérer le bénéfice sur son propre PNL. Philippe, comment est-ce que tu vois les choses, justement, cette question de valeur ajoutée au cœur des métiers de la finance? Oui, mais je pense que l'émergence depuis quelques années du digital favorise considérablement une évolution en profondeur des outils. Et pour ne parler que des comptables, dont on dit depuis longtemps qui vont être, enfin pas depuis longtemps, mais on en parle de plus en plus. Et depuis un moment quand même, qui vont disparaître. Voilà, qui risquent d'être, entre guillemets, ubérisés. En fait, leur métier va considérablement se transformer, mais leur légitimité va vraiment demeurer. Et ils vont simplement évoluer d'exécutants de tâches comptables, du fait notamment de la robotisation, l'automatisation. Ils vont être beaucoup plus dans des tâches de supervision de processus automatisés. Et ils seront plus dans le dialogue avec les autres parties de la direction financière, bien sûr, mais aussi les autres parties prenantes de l'organisation de l'entreprise. Donc ils seront dans un environnement beaucoup plus ouvert et leur rôle, je pense, ne sera que plus valorisé. Philippe, tu les connais et comme le disait Florent, ça implique un changement d'état d'esprit. De posture, de mindset. C'est une révolution copernicienne. Ça va prendre un certain temps, hein. Mais ça a commencé. Et alors, je ne peux pas parler avec autant d'autorité des centres de services partagés, mais sans aller jusque-là, dans les entreprises, cet aspect d'automatisation a déjà commencé, il va s'accélérer et les comptables sont inquiets. Ils se posent des questions. Mais ils ont tort alors, à t'entendre. Il faut que le directeur financier prépare les esprits et accompagne ce mouvement. C'est un travail de longue haleine mais il faut les rassurer et leur expliquer les perspectives. Ils ont tellement tort que tu es persuadé, et alors tous les trois d'ailleurs, qu'on peut rapatrier un certain nombre de fonctions qui étaient à très très faible valeur ajoutée et qui ont été expatriées. Complètement. Beaucoup de CSP ont été créés hors des frontières, en offshore, pour des raisons d'économie essentiellement. Hein. Et ça a pu... Alors, des économies de coûts faciales, mais souvent aussi des pertes de valeur parce que la qualité a pu en souffrir. Mais aujourd'hui, il y a une formidable opportunité pour rapatrier ces tâches en Europe, et en France en particulier. Non pas que les effectifs vont rester constants, mais par contre, au lieu de les employer hors de France, on les emploiera en France. Ça, c'est une formidable opportunité. Elina ? Je pense que ça nous renvoie à ce qu'on disait sur le processus bout en bout, c'est-à-dire que le fait d'externaliser ne met la lampe et l'éclairage que sur la partie du JBS. Or, on voit aujourd'hui que le progrès, on le fait ensemble sur l'ensemble du processus. Et la digitalisation, elle se fait par exemple sur le procure-to-pay, vraiment depuis chez l'arrivée de la facture ou chez nos clients jusqu'au bout. Et moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient de dire. J'ajouterais même que dans l'évolution du métier de comptable, il ne faut pas oublier aussi, dans le contexte, c'est toute la réglementation.
qui ne cesse d'arriver et qui ne cesse de se complexifier. Je veux dire, un jour, et puis tout ce qu'on a aujourd'hui autour du RGPD, autour de la DGCCRF, le règlement des factures dans les temps. On est vraiment dans un environnement extrêmement réglementé et le comptable est au cœur de tout ça. Parce que c'est bien cette valeur ajoutée-là qu'on apporte aussi à nos clients, d'essayer de décortiquer cette nouvelle doctrine qui arrive, de la mettre en place avec intelligence, de digitaliser tout ce qu'on peut digitaliser et traiter ça sur le bout en bout. Florent ? Oui, c'est complètement ça. On parle beaucoup d'augmented workforce, en fait, de l'homme augmenté. C'est ça l'idée, c'est que la machine ne va pas remplacer l'homme au final, elle va le compléter. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire que le comptable ne va pas disparaître, il va peut-être faire un peu moins de production comptable et beaucoup plus d'analyse. Ça nécessite aussi de repenser la formation initiale, voilà. La formation au sein de l'entreprise. Mais c'est complètement possible. J'ai juste un commentaire aussi, on parle beaucoup de robotisation des processus, la fameuse RPA. Évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je pense qu'il faut faire attention au fait que tout ne sera pas forcément automatisé. Moi, je ne crois pas au 100% automatisé, parce que ça nécessite du volume, que le volume, il n'existe pas partout, ça dépend des tailles d'entreprise, ça dépend des secteurs d'activité. Vous prenez par exemple l'industrie lourde, la chimie, les volumes de factures fournisseurs ne sont pas si élevés que ça en réalité. Et puis, il faut savoir que la RPA n'aime pas le spécifique. Donc de toute façon, tout ne sera pas 100% automatisé. Et de toute façon, vous le verrez alors dans cette catégorie d'ailleurs, à travers d'autres modules qu'on vous propose, mais les éditeurs eux-mêmes en fait ne sont pas dans cette démarche de l'autonomie totale des systèmes. Voilà, c'est pas. Philippe d'ailleurs, vous devez, j'imagine, en parler à la commission scientifique de la DFCG. Absolument, ça fait partie. Mais dans les thèmes auxquels on s'intéresse, il y a notamment la full autonomie. En fait. Personne n'y pense vraiment, personne ne travaille là-dessus aujourd'hui. Oui, et puis au-delà de ça, il y a toutes les qualités intrinsèques qu'il faut développer. Et donc on est aussi sur le terrain. Alors c'est peut-être plus côté cette fois-ci contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion aussi est concerné. Et il va devoir être dans une posture beaucoup plus ouverte qu'il ne l'est aujourd'hui. Il travaille en relation avec des clients internes. Mais je pense que l'effet du digital va l'amener à accélérer ce positionnement au lieu d'être aujourd'hui quand même encore très très orienté sur la trituration des données. Et demain, en fait, il continuera à travailler sur les données, sauf qu'il va les transformer beaucoup plus en informations à valeur ajoutée. Et cette transformation-là, qui va être favorisée par ces nouveaux outils, va forcément l'obliger à avoir une posture différente. Et de plus en plus de temps réel. Absolument, et aussi. Et donc, dialogue indispensable avec les clients internes et donc effectivement ce dont on parlait, c'est-à-dire une forme de proximité géographique qui à nouveau est indispensable. On peut être positif comme ça pour tous les métiers qui vous entourent aujourd'hui, tous les métiers de la fonction finance ? Moi, je dirais qu'il y a quand même un rapprochement de ces métiers. Parce qu'aujourd'hui, la différence entre le contrôleur de gestion finalement et le comptable, elle est plus ténue parce que quand on parle d'analyse de données, moi j'ai envie de vous parler de prédictif aujourd'hui. C'est un de nos débats justement. J'aimerais revenir sur le comptable augmenté parce que moi je vois aussi le comptable surtout aujourd'hui en maîtrise des outils digitaux, c'est-à-dire le comptable le matin il arrive, il vérifie que son automate il fonctionne bien, il vérifie que son IA elle a bien déroulé la veille, qu'il ne faut pas ajuster son automate, elle va utiliser son outil d'analyse du processus et puis voilà, donc c'est ce dialogue, il commence déjà le matin, non pas avec ses clients, mais avec ses automates et avec son numérique. Voilà. Et après, il va regarder si son algorithme qu'il a réfléchi la veille pour anticiper ses fraudes ou si l'algorithme qu'il a fait pour traiter du contrôle interne et réduire au maximum les efforts de contrôle a bien fonctionné. Et après seulement, il va appeler son client pour lui dire « Bon, tiens, là, j'ai peut-être un doute avec mon algorithme sur la potentialité d'une fraude qui peut arriver dans 2 mois ou un double règlement qui peut-être pourrait arriver sur ce fournisseur. » Non, c'est absolument passionnant. Bon, alors, justement, tu l'as dit d'un mot, Florent, mais il faut s'occuper des hommes et des femmes, justement, qui vont faire tout ça. Donc, tu as dit d'un mot formation. Moi, ma question, elle est toujours un petit peu brutale, mais est-ce que ces évolutions que l'on décrit peuvent être encaissées par les mêmes qui ont fait du tableau Excel pendant 15 ou 20 ans ? Il est clair qu'on est en train de décrire des profils qui sont beaucoup plus technophiles, de toute façon, ça c'est une première chose, et qui ont une proximité beaucoup plus forte avec le business. Alors évidemment, ça passe par des changements de recrutement. L'idée, c'est de dire, je ne vais pas recruter les profils que j'utilise depuis 10 ans, mais les profils dont j'aurai besoin dans 10 ans.
Ça, effectivement, ça va changer le recrutement. Ça passe aussi par les actions d'accompagnement, de formation des collaborateurs. Et tu le disais très bien tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, les comptables sont déjà, je pense, dans cet état d'esprit. Il doit être renforcé, mais aujourd'hui, la proximité avec le client, elle est là. La nécessité de manipuler les outils, manipuler la data, elle est là aussi. Elle va juste s'accroître. Mais je ne suis pas sûr qu'en fait, on passe de 0 à 1 comme ça du jour au lendemain. On a déjà démarré le changement. Philippe ? Moi, je suis optimiste sur le fait qu'on doit aider et on est capable d'aider les populations aujourd'hui de cadres qui sont déjà expérimentés, mais qui ne sont pas forcément ouverts à toutes ces technologies, qui n'ont pas forcément le mindset qui va bien. Mais avec la formation, avec les outils actuels, on peut quand même les amener à évoluer. Et de toute façon, avec l'arrivée des nouvelles générations, il faut savoir qu'aujourd'hui, les millennials représentent quand même 50% de la population active. Hein. Il va y avoir un mix des populations qui va forcément provoquer des secousses. Et il n'y aura pas vraiment le choix. Enfin, il va y avoir une confrontation de populations qui sont nées dans des périodes complètement antinomiques. Hein. Ouais, tout à fait. Et moi, je crois beaucoup aux vertus du mélange. Il va y avoir des transformations qui vont aussi venir de cette mixité. Elina ? Alors, moi, j'aime bien dire que ce n'est pas une question de génération, le digital, hein, parce que dans mes équipes, la moyenne d'âge, c'est 47 ans. Donc c'est très jeune, hein, 47 ans. Ce que tu nous racontais, là, le dialogue avec les algorithmes le matin, ça se passe bien. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que tout le monde est totalement digitalisé, mais je pense qu'il y a énormément de manières d'organiser ça, et notamment par les réseaux, en tirant justement des salariés qui, eux, sont un peu geeks, aiment ça, et qui soient jeunes ou moins jeunes, parce qu'on a vraiment les deux, et qui vont venir en appui à leurs collègues, vont vraiment viraliser ces méthodes de travail. Et moi, je pratique aussi beaucoup l'appui des comptables et des salariés avec ce type de personnes. Donc à la fois par des blogs, des réseaux comme on fait aujourd'hui, parce qu'on a tous l'habitude de faire ça. Hein, je ne sais pas vous, mais moi quand je veux planter un clou et que je ne sais pas faire, je vais sur Internet pour regarder comment on fait. Donc on peut très bien faire la même chose dans l'entreprise. Donc nous, on a mis ça en place, donc des réseaux où on dit, tiens, j'arrive pas sur mon fichier bidule, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite astuce ? Ça marche du tonnerre parce que ça viralise de manière très simple et sans aucun coût. Donc ça se fait et c'est passionnant à faire, mais moi je trouve qu'on a parlé du mindset et finalement c'est ça l'essentiel, parce que le digital, je pense qu'on peut arriver à le mettre en place et il y a beaucoup de gens qui vont aider là-dessus. Après le mindset, l'ouverture, pour moi ce qui est essentiel c'est ce côté responsabilisation, autonomie, se dire que le matin le comptable c'est entre ses mains, c'est lui qui connaît le boulot et c'est lui qui peut se dire j'ai envie d'améliorer ça et j'ai envie de mettre un automate là-dessus. Je vous bouscule un peu parce qu'il y a 2 points importants encore à voir et il nous reste que 5 minutes. Évidemment, donc on l'a dit aussi d'un mot, les données extra-financières, l'environnement. Dans le futur de vos organisations, ça va devenir quelque chose de très important. Elina ? Un comptable, c'est aussi un data analyst aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça est complètement mélangé. Et d'ailleurs, c'est ça qui les passionne. Et c'est ça c'est un nouveau sens qui est donné au métier ? Exactement. Et c'est ça qui les fait rêver. Et c'est ça qui fait qu'on arrive encore à attirer dans les métiers de service. C'est vraiment un changement. Et c'est passionnant parce que ça ouvre des grands univers et ça mélange des métiers comme les data scientists avec les data analysts, mais il faut toujours cette connaissance métier pour pouvoir parler aux data scientists. Et donc il faudra toujours une petite compétence comptable. Parce qu'on l'a vu, parfois on a essayé de faire des algos avec uniquement des data scientists sur des sujets de prévision de cash, sur des sujets de double règlement, mais quand on ne connaît pas la mécanique comptable et vraiment les outils qu'on a, c'est très compliqué même pour un grand data scientist. Philippe ? Moi, on parle de data. On parle de data et d'environnement. Et d'environnement. Alors, au niveau de la data, je pense que pour les directeurs financiers, il y a une opportunité de se positionner sur la data et d'appréhender ce sujet, de le revendiquer, je dirais presque. Oui, tu penses qu'il doit devenir l'architecte de la data ? Moi, je suis convaincu qu'il a cette possibilité. Alors, dans les très grandes organisations, aujourd'hui, il y a des CDO, mais pour moi, un directeur financier, s'il est vraiment ouvert sur l'entreprise et sur les différents processus qu'il la traverse, c'est son rôle de les architecturer, eh bien, il a la possibilité de se positionner vraiment comme le data officer. Il a
un positionnement et une capacité d'observer et d'analyser les données et de vérifier les sources, qu'elles sont qualifiables, qu'elles sont vraies, qui est unique. Et de ce point de vue, sa légitimité est incontestable. Mais voilà, il faut qu'il se positionne. Après, il y a les données extra-financières, et là aussi, la direction financière a l'opportunité de prendre toute sa place et, dans le cadre du reporting, dont elle est le gardien, développer des démarches RSE à travers les indicateurs, le pilotage des indicateurs, etc. Donc là, à ces deux titres, je pense que le directeur financier a un champ de manœuvre intéressant. Florent ? Mais je suis complètement d'accord. Effectivement, en fait, la finance a en sa possession la data. La data, c'est quelque part, c'est l'information sur l'ensemble de l'entreprise. Et donc là, on est au cœur d'un écosystème étendu. La direction financière est au centre de l'entreprise. Elle a une capacité d'analyse qui est extrêmement puissante. Encore faut-il se doter des bons outils, des bons profils, changer de mindset. Qu'elle le saisisse, comme le dit Philippe. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne se fera pas tout seul, complètement. Mais c'est une énorme opportunité, effectivement. Et je pense que c'est une nouvelle ère pour la fonction finance. Et énorme opportunité aussi, tu insistes beaucoup là-dessus, pour construire des parcours de carrière, des schémas de carrière aujourd'hui. Complètement. Pour les jeunes gens que vous allez recruter. Oui, parce qu'on se rend compte que dans les nouvelles attentes des collaborateurs, et en particulier des plus jeunes, en termes de rétribution, il y a vraiment une attente forte sur les perspectives de formation et d'évolution, au-delà du salaire. Et ces perspectives-là, c'est pouvoir évoluer dans l'entreprise en vertical, en horizontal, en oblique. Et effectivement, on voit bien que plus la fonction finance est exposée quelque part, notamment au travers de la data, et plus on lui ouvre des perspectives d'évolution qui sont fortes. Ça, c'est un critère important. On est dans un contexte qui est pénurique. Les candidats sont en attente vis-à-vis de ces critères-là. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose qui est important, je pense, pour les nouvelles générations aussi, c'est le sens. Et est-ce que je contribue à quelque chose de plus grand ? Et aujourd'hui, on voit que dans les grandes écoles, ils vont aller parfois faire de l'insertion, des choses comme ça. C'est fabuleux. Et donc, si on arrive aussi dans l'entreprise à les attirer avec ces données extra-financières, avec une entreprise qui a une raison d'être autour de la transition énergétique, etc., eh bien, c'est hyper important pour les jeunes générations. Pour nous tous, je crois, mais pour eux, c'est important aussi. Il faut donner du sens. Voilà. Oui, mais enfin, en fait, cette phrase revient très, très régulièrement. Oui. Et elle n'a pas toujours du sens, justement. Moi, je constate, et on constate à l'occasion de cette édition de Future of Finance, que vraiment, pour le coup, elle a du sens pour la fonction financière. Enfin, je trouve que c'est une transformation, mais qui est enthousiasmante. Je ne sais pas comment vous le vivez vous-même, mais enthousiasmante pour votre métier aujourd'hui. On est d'accord. Ça vous laisse sans voix. On revient à cette idée de passer du coût à la valeur. Au final, c'est au-delà de ce que je coûte. Oui, à la valeur en général, en fait. Voilà, qu'est-ce que j'apporte ? Quel est le sens, en fait, qu'il y a derrière la fonction finance ? Qu'est-ce que j'apporte au business ? Qu'est-ce que j'appelle, pourquoi pas, à la société ? C'est vraiment cette notion de valeur ajoutée, en fait. C'est une question de mindset. Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise et qu'est-ce que j'apporte plus loin à la transition énergétique, à la société, parce qu'on gère aussi de l'extra-financier. On gère par exemple des lignes de crédit aujourd'hui qui dépendent des résultats qu'on va faire par rapport à nos engagements en termes de réduction du CO2. Et ça, aujourd'hui, c'est les financiers qui le regardent. Tout à fait. Et donc ça, c'est passionnant parce que même le financier, il peut contribuer à la transition énergétique. Ah, je vais me dire, Elina, en ce qui concerne EDF, non mais vraiment, enfin, je veux dire, il faut le dire d'un mot, quand on voit ce que c'est aujourd'hui, que le plan de financement, que la structure de financement d'un EPR, oui, les financiers sont au cœur de la transition énergétique. Là, mais ça n'a pas toujours été le cas et je pense que maintenant il y a ces liens qui se font. Merci les amis, merci à tous. Merci. On continue et vous continuez l'ensemble de nos programmes à l'occasion de Future of Finance.